temps passé. Merci d'avoir accepté cette invitation, Étienne Klein. Merci de l'avoir faite. Alors donc vous êtes, j'ai des petites fiches, hein, parce que vous êtes physicien au commissariat à l'énergie atomique, Oui. enseignant à l'école centrale, docteur en philosophie des sciences, vous êtes spécialiste de la question du temps en physique, hein. Vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière à Saclay. Vous êtes officier dans l'ordre des palmes académiques, vous en avez eu des prix, hein, vous en avez reçu. Hein. Participé à beaucoup de projets, vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages, et voilà, celui-là, le nouveau, le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Alors, je ne vais pas vous poser tout de suite la grande question, hein, le temps existe-t-il? Mais est-ce que vous pensez que dans l'état actuel de nos connaissances, quoi, scientifiques, philosophiques, spirituelles, même religieuses, est-ce qu'on pourrait trouver est-ce qu'il peut y avoir une réponse à cette question? À la question de savoir s'il existe. Oui. Je pense que la physique peut mener à une certaine réponse à cette question. Mais en fait, la question qu'on se pose plutôt, c'est comment il existe. Oui. C'est comment est-ce qu'il existe par rapport à l'espace, par exemple. Ou comment est-ce qu'il existe par rapport aux choses. Comment est-ce qu'il existe par rapport aux phénomènes. Est-ce qu'il y a d'abord le temps et l'espace et ensuite les choses qui viennent dedans? Oui. Ou est-ce que le temps et l'espace sont une sorte de relation entre les choses, qui est donc secondaire aux choses? C'est ça. Et donc, le langage là-dessus, il me semble qu'il nous piège un petit peu, parce qu'on dit le temps. Ça veut dire qu'on désigne le temps par un substantif, Oui. un mot. Et dès lors qu'on le désigne par un substantif, se pose la question de savoir de quelle substance il est fait, ce substantif. Et en fait, le langage répond à la question en même temps qu'il la pose. Le temps, c'est une chose particulière. Et ça, c'est une des grandes questions de la physique, parce que pendant toute l'histoire de la physique, depuis, disons, Galilée, Newton, le temps et l'espace ont été pensés comme des substances. C'est-à-dire des choses qui sont déjà là, qui sont posées là, sans lien entre elles, pour ce qui est de la physique classique, comme on dit. Et puis les objets physiques, une fois que l'espace et le temps sont donnés, viennent y prendre place, temporellement et spatialement. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant en physique, c'est qu'il y a des théories qui se construisent pour unifier les interactions, comme on dit, on en reparlera peut-être, qui remettent en cause ce principe de l'autonomie de l'espace-temps par rapport à la matière. Alors le temps est peut-être une substance ou pas? Alors, on a toujours pensé que c'était une substance primitive, mais il se pourrait qu'il soit en fait une entité secondaire par rapport aux choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas à un niveau très fondamental, mais il nous semble apparaître à un niveau plus grand, plus proche de nous, de sorte qu'on peut considérer alors que le temps émerge d'un monde qui ne le contient pas. Alors si on peut prendre une analogie avec la télévision, parce qu'on est à la télé là. Oui. Quand vous regardez un écran de télévision de très près, alors ça fait très mal aux yeux, mais on ne voit pas de couleurs, on voit des points blancs, etc. Et puis quand on prend du recul, les couleurs apparaissent. Et puis l'aspect continu de l'image apparaît lui aussi, alors que lorsqu'on était tout près, on voyait des petits points discrets, quoi. Donc la couleur, c'est une propriété qui émerge à partir d'un fond qui ne contient pas. D'accord. D'accord. Il faut prendre de la distance pour voir la couleur apparaître à la télévision. Oui. Mais là, il faudrait en quelque sorte, à partir d'un monde microscopique très très petit, ce qu'on appelle l'échelle de Planck, là, il n'y a pas d'espace et de temps, mais quand on regarde les choses avec une échelle plus grande, on voit apparaître l'espace-temps habituel. Il n'est pas là au fond, mais il apparaît à un niveau supérieur. Il émerge d'un monde qui ne le contient pas. D'accord. Bon, l'affaire n'est pas terminée. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, cette piste, qui avait été longtemps fermée, est à nouveau ouverte. Alors vous posez une autre question. Quel serait son moteur à ce temps? Alors ça, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, parce que quand on apprend la physique au lycée, même quand on est en terminale, en première, même quand on fait autre chose que de la physique, on trace l'axe du temps. Au tableau, on met un truc, une droite, on met une petite flèche, qui est là pour signifier que ça avance. Ça avance. On ne peut pas rester présent au même instant présent. Si on est là à l'instant présent, à l'instant T, c'est l'instant présent, aussitôt après, on doit suivre le cours. Vous parliez d'une prison à roulettes. Ouais, c'est une prison à roulettes. On est prisonnier de cet instant, et on ne peut avancer que dans la mesure où lui avance. C'est ça. Bon.
La question, c'est qu'est-ce qui fait que ça avance? Et moi, je ne m'étais jamais posé la question, et d'ailleurs mes professeurs ne la posaient pas non plus. C'est-à-dire, il est implicitement admis que le temps avance. Mhm. Alors, est-ce qu'il est à lui-même son propre moteur? Est-ce que c'est le temps qui a en lui-même la En lui-même, le mot capacité de créer une d'avancer. succession d'instants? Ou bien, en fait, s'il avance, c'est parce que nous le voyons avancer. Car nous sommes le moteur du temps, en fait. D'accord. Alors ça, il y a des physiciens qui défendent cette thèse. Et ça reprend d'ailleurs des thèses philosophiques de Kant ou d'autres qui faisaient du temps un a priori de la sensibilité, quelque chose qui dépend du sujet. Oui. Il n'y a pas de temps dans l'univers, Ça n'existe mais pas. nous percevons l'univers au travers d'une grille qui est en nous et qui le temporalise. La temporalité de l'univers est une projection, en quelque sorte, qui vient de notre conscience. Ah oui. Bon. Et ce qui est curieux, c'est qu'avec des arguments complètement différents, des physiciens disent à peu près la même chose. Pas tous, hein. Ils disent que le temps ne passe pas, mais nous avons l'impression qu'il passe parce que nous parcourons ce qu'on appelle une ligne d'univers dans l'espace-temps, et c'est notre mouvement dans l'espace-temps qui crée pour nous l'impression que le temps passe. Nous sommes le moteur du temps. D'accord. Et alors, pour prendre une analogie, quand vous êtes dans un train, Oui. un TGV, vous regardez par la fenêtre et vous dites « Ah, le paysage défile ». Non, il ne défile pas du tout. C'est vous qui, en vous déplaçant, créez ce défilement. Et là, c'est la même idée. Le temps ne passe pas, mais nous provoquons, par notre propre mouvement, l'impression qu'il passe. D'accord. Vous aviez parlé dans une conférence que j'ai vue en 2006, enfin, devant des élèves. Vous faisiez l'analogie avec, par exemple, un cahier de musique. Vous disiez, ce cahier de musique ne chante pas en lui-même, mais il sert au chanteur à chanter. Le temps ne passe pas en lui-même, mais il sert aux événements, en fait, à passer. Vous en savez trop. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on appelle la conception de l'univers bloc. C'est de dire l'espace-temps existe de toute éternité. Il n'y a pas de temps dedans, il n'est pas temporel. Mais c'est notre mouvement qui le temporalise. D'accord. Et effectivement, une partition, c'est un objet statique dans Ouais. lequel il y a toutes les notes en même temps, mais l'exécution du morceau temporalise ce qui était statique. D'accord. Et donc, de ce point de vue-là, le futur existe déjà dans l'avenir. Par exemple, demain, ça existe déjà quelque part, mais nous n'y sommes pas encore. Mais on pourrait y aller? Ben, on va y aller. Non, mais je veux dire, est-ce que... Le passage du temps nous y mène. Ah, d'accord. Mais c'est l'idée que le passé, le futur ont la même existence que le présent. Simplement, nous ne sommes présents qu'au présent. Oui. Mais le présent change. Donc on a été présent dans le passé et on sera présent dans le futur. D'ailleurs, c'est une réflexion qui m'est venue il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'un instant? Oui. À quelles conditions peut-on dire qu'un instant fait partie du temps? À quelles conditions peut-on dire qu'il y a un instant qui n'est pas là, mais qui est par exemple à 15 milliards d'années de nous vers le futur? À quelles conditions peut-on dire qu'il est dans le temps? À la condition qu'un jour il soit présent. Ah oui. Donc ce qu'on appelle un instant du temps, c'est un instant qui a été présent, ou bien qui est présent, ou bien qui sera présent. Un instant qui n'a aucun lien avec le présent n'est pas un instant. Or, l'instant présent, c'est l'instant où nous sommes présents. C'est l'instant qui marque notre présence par rapport au temps, ça marque notre connexion avec le temps. Et donc, c'est assez curieux, il faut faire intervenir notre présence pour pouvoir dire qu'un instant est un instant. Et si je me replonge dans un souvenir, ou si je me projette avec ma conscience dans un futur que j'imagine, est-ce que je l'amène pas dans le présent? Ou c'est du rêve, ou c'est de l'imaginaire? C'est Les pas pareil. physiciens parlent mal de la conscience, parce que Oui. la conscience, on l'a en quelque sorte dégagée, quoi. C'est pas notre objet. D'accord. Par contre, quand on interprète la physique, on peut ou non faire réintervenir la conscience. Alors quand vous pensez à votre enfance, vous faites ressurgir dans votre conscience des moments du passé, Oui. mais vous le faites dans le présent. Oui, donc ils sont là. Donc vous faites revenir, ils sont là, ils sont dans le présent en fait. Oui. Donc c'est l'ambiguïté du souvenir. Est-ce que le fait de se souvenir est une activité qui ne mobilise que le présent, et on rappelle des anciens instants et on les incorpore dans le présent? Ou est-ce que le souvenir, c'est quelque chose qui fait réadvenir des moments du passé dans le présent? Oui. Est-ce qu'il y a un chalut
sorte de chalut temporel qui ramène tout ce qui s'est passé dans le présent, ou bien c'est simplement le souvenir qui s'est imprégné des souvenirs du passé, des moments du passé, et qui les réactive dans le présent. Et vous dites? Moi, j'en sais rien. Ah oui. J'en sais rien. Bon, Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de répondre à toutes ces questions, c'est de d'accord. voir que, au contraire, les réponses un peu rapides Oui. qu'on leur donne sont parfois problématiques. Bon. Alors, au début du livre, Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, vous rappelez la dernière phrase de votre précédent, Les tactiques de Chronos, vous dites, qui était « Il faut apprendre à aimer l'irréversible ». Ça m'a intrigué, ça. C'est-à-dire, c'est quoi ça, apprendre à aimer l'irréversible? Ça veut dire qu'il faut accepter les Ouais. conséquences du temps, il ne faut pas avoir de regrets, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra de toute façon pas changer. Est-ce que ça veut dire ça ou plus que ça? Moi, j'entendais par ça en disant il faut prendre acte de l'existence d'un cours du temps. D'accord. Il ne faut pas rêver au voyage dans le temps. Il ne faut pas imaginer que plus tard, ça sera mieux. Il faut donc fabriquer pour soi-même une sorte de diététique de l'instant qui passe. C'est-à-dire comprendre que chaque instant qu'on vit, chaque instant présent est inédit. Oui. Dans cet instant, on peut répéter des choses qu'on a déjà faites. Oui. Donc ce qui se passe dans le temps n'est pas forcément inédit. Mais l'instant est inédit. Oui. D'accord, l'instant est inédit. Et il est vrai qu'en écrivant le livre d'avant, j'étais certain de ne plus jamais travailler la question du temps, parce Oui. que d'abord ça m'a coûté beaucoup de temps, d'énergie. C'est pas un sujet facile. On n'est jamais très sûr de soi quand on écrit sur le temps. Et j'avais l'impression d'avoir dit tout ce que je pouvais dire à propos de cette question. Et puis les années passant, j'ai assisté à des colloques, j'ai entendu des conversations, et je me suis rendu compte que ce mot irréversible était ambigu. Parce qu'on confond, dans le langage en tout cas, l'irréversibilité du temps et l'irréversibilité de ce qui se passe dans le temps. Et je voulais voir si la physique cautionnait cette distinction, ou si au contraire, cet amalgame, ou si au contraire elle faisait la distinction entre le temps lui-même et les phénomènes temporels. D'accord. Et c'est ça qui m'a amené D'accord. D'accord. à écrire ce deuxième livre sur le temps. Mais là, c'est le dernier. Le temps passé n'est pas passé, inaperçu.